Bonjour à tous, Figaro Live, il est 11h11, passé d'une petite minute, mais ça reste aujourd'hui, ça vous a peut-être échappé, la journée mondiale de la trisomie. Et je vous propose pour l'occasion de revoir cette séquence, ce témoignage très fort. Il avait fait sensation, c'était il y a 1 an et demi environ, devant le Congrès américain. I am a man with Down syndrome and my life is worth living. Some people say prenatal screens will identify Down syndrome in the womb, and those pregnancies will just be terminated. I completely understand that the people pushing this particular final solution are saying that people like me should not exist. That view is deeply prejudiced by an outdated idea. I don't feel I should have to justify my existence. We are giving the world a chance to think about the ethics of choosing which humans get a chance at life. Fund this research. Let's pursue answers, not final solutions. Alors en France, est-ce que l'État en fait assez pour la recherche pour la trisomie 21 ? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. Bonjour, docteur Cécile Ciotat-Valti. Vous êtes neuropédiatre. Où en est aujourd'hui la recherche ? Pourra-t-on corriger la trisomie 21 avant la naissance ? Alors, c'est ce qu'on essaie de faire, en particulier à l'Institut Lejeune, en collaboration avec de nombreux centres de recherche en France et dans le monde. Et on espère bien y arriver. On a plusieurs cibles actuellement. Et on travaille fort là-dessus. Alors justement, quels sont les scénarios qui sont à l'étude ? Combien de temps tout ça peut prendre ? Qu'est-ce qui a été réalisé ? Comment on a progressé dans la recherche depuis qu'on a découvert ? On a l'impression, mais c'est une vision qu'on a quand on ne connaît pas, hein, mais que ce chromosome a été supplémentaire et cette avancée importante et même ce changement de paradigme a eu lieu dans les années 50 et depuis, la recherche, l'avancée, ça n'a pas tellement avancé. Merci beaucoup. Alors oui, il y a 50 ans, ça a été découvert, la cause a été découverte. Ensuite, il y a eu les modèles animaux qui sont en cours, des modèles murins essentiellement, pour déjà comprendre les mécanismes sous-jacents pouvant expliquer les difficultés rencontrées par les patients. C'est-à-dire la déficience mentale, par exemple ? C'est ça, les troubles cognitifs, les troubles de mémoire, etc. Donc on a essayé déjà de comprendre ce qui se passait. Alors au niveau anatomique, en faisant donc des modèles de trisomie 21 qui reproduisent la maladie chez les souris et examiner de plus près les souris. Mais les souris ne sont pas des hommes, les hommes ne sont pas des souris. Donc c'est compliqué. Mais on a déjà compris beaucoup de choses grâce à ça. Ensuite, maintenant, on est passé à des cellules. On est capable de transformer des cellules de patients qu'on prend par exemple dans le sang ou des urines et les transformer en neurones et étudier le fonctionnement de ces neurones. Et tout ça nous permet enfin de comprendre, et c'est long, c'est vrai, c'est toujours trop long, mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, et de comprendre les mécanismes sous-jacents afin de trouver des traitements efficaces. On est donc toujours dans cette phase, on essaye de comprendre. On a compris déjà des choses, on a déjà débuté des essais thérapeutiques et on continue parce que certains n'ont pas abouti et donc on essaie de comprendre pourquoi, mais on va y arriver. Et c'est certainement pas un mécanisme qui va être traité, mais on donnera certainement plusieurs médicaments et ces médicaments qui sont utiles dans la trisomie 21 seront utiles pour d'autres patients qui ont d'autres maladies qui touchent des maladies de l'intelligence. Et donc, il y a des mécanismes communs.
Sur la recherche sur les médicaments, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, eh bien, par exemple, in utero, en fait, avant la naissance, on pourra traiter cette maladie, cette anomalie, et faire en sorte que, en pouvant la traiter, eh bien, l'enfant naisse sans les dysfonctionnements qu'il a à la naissance? Bien sûr, on a de l'espoir. Vous savez, on a un ciseau moléculaire c'est le CRISPR-Cas9, qui est un ciseau qui a été découvert, c'est un mécanisme pour enlever un gène ou, pourquoi pas, un chromosome surnuméraire très précocement. Et ça a été découvert en 2013. Depuis, il y a peut-être 500, peut-être 1000 publications, peut-être pas 1000, mais 500, qui ont été faites sur cette méthode, qui est une nouvelle méthode, et ben on a de l'espoir. Maintenant, il faut avancer encore avant d'arriver à cette possibilité. Ça sera peut-être ça sera peut-être un autre traitement, un traitement précoce. Il y a des essais actuellement déjà sur les modèles animaux avant de passer chez l'humain. De quoi la recherche aujourd'hui a besoin? De fond. Toujours de fond, parce que ça coûte cher. Ça coûte cher de faire une étude clinique. Actuellement, moi, je suis responsable d'une étude clinique chez les enfants âgés entre 6 et 12 ans. C'est sur la tolérance et l'efficacité d'un traitement d'épigallocatechin galate, qui est un extrait de thé vert, et qui cible particulièrement un gène qui est surexprimé, eh bien ça coûte cher, ça coûte très cher parce que il faut faire des études précliniques, ensuite faire des études cliniques, et tout ça, on a besoin de soutien. De recherche, de fonds et de soutien. Est-ce qu'on peut plus traiter les effets a posteriori, comme les déficiences mentales, certaines fragilités dues à la présence de ce chromosome supplémentaire, une fois que l'enfant est né? Oui, on peut les traiter, bien sûr, on va les aider. Est-ce qu'on a progressé? Oui, on a progressé parce que... En quoi? La rééducation. La rééducation est essentielle. Alors, la rééducation mentale ou la rééducation avec tous les intervenants, orthophonie, psychomotricité, ergothérapie, psychoéducation, bien sûr l'école et l'inclusion est très importante, puisque c'est sur ce cerveau qui est un petit peu, qui a des difficultés de mémorisation en particulier. Donc au contraire, il faut enrichir l'enseignement et pas diminuer comme ce qui est fait actuellement, enrichir et au quotidien pour que les enfants deviennent des adultes autonomes insérés dans notre société. Donc ça, oui, il y a des traitements post-nataux, mais la rééducation est en première ligne. Et pour ça également, j'imagine qu'il faut des fonds et du soutien. Merci beaucoup pour ces premières précisions. On va y revenir dans une deuxième partie parce qu'il y a d'autres questions qui ont été posées par les internautes du Figaro et j'aimerais bien que vous y répondiez. Je salue notamment Sitch et Nico qui nous rejoignent, mais également Genesix et JP Vares qui nous avaient laissé une question. Donc vous inquiétez pas, on va y répondre dans une deuxième partie. Maintenant, justement, vous l'évoquez, c'est notamment la prise en charge qui est en question. Alors, quelle prise en charge justement pour cette personne atteinte de trisomie, la crèche, l'école, les études et la vie professionnelle, mais aussi quand les parents disparaissent? On va poser la question dans un instant à Violaine Roger, mais je voudrais qu'on écoute avant un témoignage de ce copilote un peu particulier sur le Dakar. Si quieres hacer algo especial, trabaja duro, llega a la meta. Sí, me dijo mi amigo porque el año pasado fue a San Matoro. Mi papá se fue a montar moto y mi jefe me dijo, toma, te regalo mi polo y me dio su firma. Él es los ojos del carro. Se va viendo si es que viene algún otro competidor. Nos ha tocado 2 corredores en contra la última vez y viniendo a 300 por hora. C'est magnifique comme témoignage. Bonjour Violaine Roger. Bonjour monsieur. Vous travaillez justement pour qu'il y ait notamment des garçons, des filles qui puissent devenir, je ne sais pas, peut-être certains acteurs, d'autres travailler au Café Joyeux dont un des managers est avec nous aujourd'hui, ou bien être copilote de Formule 1. C'est difficile, vous êtes assistante sociale à la Fondation Le Jeune, c'est difficile d'avoir des chiffres sur la trisomie aujourd'hui, mais on parle environ de 66 000 personnes atteintes de trisomie. Est-ce que, de façon générale, la prise en charge aujourd'hui s'améliore?
Oui, je pense que ça serait mentir de dire le contraire. Effectivement, ça s'améliore. Il y a une prise en charge globale qui est censée être mise en place dès la naissance. Donc il y a une prise de conscience de la société. Pour autant, il reste beaucoup de choses à faire. C'est encore très compliqué pour beaucoup de parents de mettre en place dès tout petit une prise en charge avec psychomotricité, orthophonie, ergothérapie. Il y a des régions de France où c'est impossible d'avoir 2 séances d'orthophonie par semaine. Mais je mentirais de dire que les gens n'en ont pas conscience maintenant. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Selon vous, quelle est l'urgence? Quelle est la priorité? C'est difficile de répondre rapidement. Il y a plusieurs urgences. La première, c'est de faciliter la vie des parents avec l'inertie administrative et la machine administrative. D'avoir un enfant porteur de handicap. C'est le cœur de l'émission aujourd'hui. Est-ce que l'État, justement, en fait assez? Est-ce que l'État doit faire plus sur la trisomie 21? Donc vous dites, en matière d'administration, c'est très compliqué et c'est très lourd. Un dossier MDPH, pour ceux qui nous entendent, c'est 20 pages à remplir tous les 1 an. Qu'est-ce que vous appelez un dossier MDPH? C'est la Maison départementale des personnes handicapées. C'est une entité départementale qui étudie les droits pour chaque personne porteur de handicap de la naissance à la mort. Et donc la personne ou sa famille doit remplir ce dossier, c'est à peu près une 20aine de pages, qu'on envoie à une entité administrative qui ensuite va étudier les droits et va rendre un dossier aux parents pour dire l'enfant a le droit à ça ou ça. C'est des dossiers très longs, des dossiers qui sont très compliqués. Il faudrait quoi? Les simplifier selon vous? Ou aider? Les simplifier. Les simplifier. C'est trop tatillon. Et surtout, c'est très long. Inadapté. C'est très long. On dit que c'est 4 mois. Dans la réalité, c'est plutôt 8 à 12 mois. Donc pendant ces 8 à 12 mois, il ne se passe rien. Il ne se passe rien et les parents attendent. Et encore une fois, quand on rend une décision de ce qui a été dit, régulièrement, la décision n'est pas du tout conforme à ce que les parents ont demandé. Donc on passe, nous, service social, une majorité de notre temps à faire des recours en disant... Et qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, quelqu'un a déposé un dossier. Qu'est-ce qu'on demande d'ailleurs à ces maisons? On demande par exemple que l'enfant ait le droit à aller à l'école. Et si oui, avec une assistante, une AVS à l'école. Ouais. Une assistante de vie scolaire. Une assistante de vie scolaire pour l'aider à l'école. Il peut aussi pour rentrer en établissement médico-social si tel est le besoin de l'enfant. Pour pouvoir avoir une aide à la maison. Par exemple, une auxiliaire de vie qui viendrait aider à la maison quand la famille a besoin. Ou un aménagement de domicile ou un aménagement de véhicule. Et ça, par exemple, il y a des aides sociales qui permettent ça. Oui. Et le problème, est-ce qu'il y a suffisamment aujourd'hui de personnel formé pour assurer ces services? Ou est-ce qu'il en faut plus? Je ne sais pas s'il y en a assez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les délais sont extrêmement longs et que c'est un peu la double peine pour les parents. Une question de Boutros Domecq. Quelle est l'autonomie et qu'est-ce qu'on fait une fois que les parents sont morts? Ah, ça c'est une grande question. Et c'est une grande question auquel on est de plus en plus confronté, puisqu'il y a la majorité des personnes trisomiques maintenant vieillissent de plus en plus longtemps. Le doyen a peut-être à peu près 75 ans aujourd'hui, donc on imagine que ses parents ont plus de 90 ans. Donc ça, c'est aussi les progrès justement de la médecine. De la médecine qui font que les personnes vieillissent de plus en plus. Si son parent vieillit, lui-même va rentrer en établissement de type maison de retraite. Qu'est-ce qu'on fait de la personne trisomique si elle vivait au domicile? Si elle vit en établissement, la question ne se pose pas. Si elle vivait au domicile ou qu'elle travaillait la journée et qu'elle rentrait chez ses parents le soir, qu'est-ce qu'on fait de la personne? Il n'y a pas 50 solutions. Et on arrive à progresser au niveau de l'autonomie aujourd'hui, même des personnes trisomiques. Est-ce que par exemple certaines qui travaillent arrivent à pouvoir vivre plus ou moins seules ou plus ou moins autonomes? Oui, complètement. Oui. Par exemple, ceux qui travaillent aujourd'hui au Café Joyeux, la majorité vivent en foyer d'hébergement, donc ils vivent ensemble, mais ils ont leur propre autonomie. Ils ne vivent pas seuls, complètement seuls. Moi, personnellement, ou en tout cas, je n'ai pas rencontré de personnes qui vivent complètement de manière autonome. Donc c'était une autre question, justement. Est-ce que ces personnes vivent plus âgées? Et vous répondez... oui, elles vivent plus âgées. Vous répondez, vous. Oui. Je reviens à ma question initiale. Pour vous, aujourd'hui, au niveau des... Peut-être... on a compris au niveau de l'urgence, de la souplesse administrative, au niveau des écoles, est-ce que ça progresse? Est-ce que des enfants trisomiques peuvent aller à l'école et en tous les cas suivre une formation et peuvent progresser? Alors oui, ils peuvent aller et ils doivent tous rentrer à l'école à 3 ans comme n'importe quel autre enfant, en présence d'une auxiliaire de vie scolaire qui va aider la maîtresse en étant plus disponible auprès de l'enfant, parce qu'une institutrice qui a entre 25 et 30 enfants en maternelle avec un ou plusieurs enfants porteurs de handicap en classe, c'est pas possible. Ils sont plus lents parce que... Ils ont besoin exactement de plus d'attention. Exactement. Donc oui, on peut faire la demande et on accompagne les parents pour le faire, mais il y a une réalité que tous les enfants n'y ont pas droit. Parce qu'il n'y a pas assez d'auxiliaires de vie scolaire, ou quand elles sont disponibles que 10 heures par semaine, alors que l'enfant est 25 heures par semaine à l'école, l'enfant ne va à l'école que 10 heures par semaine. Donc,
Merci beaucoup pour ces précisions, Violaine Roger. On va y revenir justement, mais je voudrais qu'on écoute maintenant bien un témoignage. C'est celui d'un papa, Nicolas Scali, qui est avec nous. Alors, on a beaucoup de questions qui sont posées sur une autre question, c'est la question du dépistage et de la myosynthèse. C'est une question sensible, on va y revenir dans une deuxième partie. Il y avait des polémiques, notamment sur non seulement la fiabilité, mais également sur les risques que faisait courir un certain nombre de dépistages. Alors, certains généticiens l'assurent, maintenant, il y aura moins de risques de fausses couches. C'est en tout cas ce qu'on assure à Marseille. On n'augmente pas surtout le nombre d'interruptions médicales, de grossesse, mais on va surtout diminuer le nombre de fausses couches qui étaient liées à ce dépistage. Et donc, on va proposer aux femmes et aux couples de pouvoir sereinement faire cette analyse sans avoir une épée de Damoclès, de perdre dans 1% des cas par une amyosynthèse ce bébé. Bonjour Nicolas Scali, vous avez un sourire magnifique et c'est celui également de votre petit garçon Joachim qu'on embrasse parce qu'il a fait un message extrêmement charmant qu'il a posté sur Instagram ou hier en disant que vous étiez justement, vous interveniez ce matin ici même. On est content de vous avoir. Joachim, il a 3 ans, il est l'aîné et il a une petite sœur qui s'appelle Zoé, 18 mois, qu'on embrasse bien sûr, tous les deux. Vous, Joachim, ça n'a pas été dépisté, vous l'avez appris à la naissance. Oui, on l'a appris à peu près entre 3 et 5 jours après la naissance. Dès la première journée, enfin il est né la nuit. Dès le lendemain matin, les premiers médecins nous ont dit qu'il y avait peut-être des soucis et qu'ils allaient investiguer parce qu'il y avait des choses qui les inquiétaient. Et ça a été diagnostiqué, oui, je dirais le 5e jour après sa naissance. Est-ce que vous en avez voulu aux médecins de ne pas l'avoir détecté, de ne pas avoir dépisté? Honnêtement, oui, énormément. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, au moment où c'est diagnostiqué, on est pris en charge par une psychologue à l'hôpital. Et cette psychologue nous dit, après notre rendez-vous, sortez et allez faire quelque chose qui va vous détendre, qui va vous plaire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir tout de suite le radiologue qui nous suivait pour avoir une explication. Et oui, j'en voulais énormément. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Là, il m'a expliqué des choses que je ne savais pas, que les tests n'étaient pas fiables à 100%, que le risque zéro n'existait pas. Il a ouvert le parapluie? C'est le sentiment que vous avez eu? Est-ce qu'il a ouvert le parapluie? Plus ou moins. Je pense qu'avec le recul, parce qu'il avait fait complètement son travail, au fond de moi, j'ai toujours, je lui en veux peut-être, mais maintenant, je suis passé à autre chose. Voilà. Qu'est-ce que ça vous aurait apporté si vous aviez su avant? Qu'est-ce que ça m'aurait apporté? J'aurais eu un choix que je n'ai pas eu. Après, le choix, je pense que dans ce genre de situation extrême, on ne sait jamais ce qu'on fera. On dit toujours on ferait ça ou si, tant qu'on ne l'a pas vécu. Mais le jour où on est confronté, on voit ce qu'on fait. Et honnêtement, je ne peux pas vous dire ce que ça m'aurait apporté. Pardonnez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu le choix? Alors, je l'ai regretté au tout début. À aujourd'hui, pas du tout. Parce que j'aurais peut-être pris une décision que je regretterais. Et aujourd'hui, je regrette absolument pas comment ça s'est passé. Je suis très heureux avec mon petit garçon. Mon petit garçon est merveilleux. Oui, c'est plus compliqué qu'un enfant qui n'a pas de soucis. Mais voilà, c'est le rôle de parent d'accompagner au mieux son petit garçon. Et je pense que chaque parent fait le maximum. On est toujours inquiet pour nos enfants. Peut-être que sur Joachim, je suis un peu plus inquiet pour sa petite sœur. Mais non, je ne regrette absolument pas. Est-ce que vous êtes, une fois que vous avez appris que Joachim était porteur donc de trisomie, est-ce que vous vous êtes senti soutenu? Est-ce que vous êtes senti accompagné? Je dirais que globalement, oui. Sincèrement, à l'hôpital où il est né, on nous a adressé aux bonnes adresses. Donc, je pense que 3 semaines après, on a rencontré le docteur Sulta Valti. Ils nous ont adressé donc, à l'Institut Lejeune, qui était spécialisé décidément sur le... Oui, mais actuellement, c'est le centre qui gère le mieux la prise en charge. C'était une situation globale. Et ils nous ont aussi également adressé au CAMS du Moulin Vert, parce qu'on dépendait de... par exemple, personne qui nous regarde et qui se poserait la question, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Alors, le CAMS, je ne sais pas dire ce que c'est les lettres, mais c'est un centre où tous les professionnels sont présents et qui prennent en charge l'ensemble des traitements de rééducation de Joachim. Donc il y a un médecin coordinateur qui décide du traitement à suivre. Et donc par semaine, on y va une fois.
On a une séance de psychomotricienne, une séance d'orthophoniste, et en fonction de ses besoins, ces séances s'adaptent. Donc, par exemple, nous, il est suivi depuis ces 6 mois, et là, cette année, pour préparer l'école, en fait, les séances de psychomotricité qu'il avait en individuel, maintenant, c'est un petit groupe de 4 ou 5 enfants qui présentent différents handicaps, pas forcément de la trisomie, où il y a une orthophoniste et une psychomotricienne, et le but, c'est de travailler ensemble, les interactions suivies des ordres, pour préparer au mieux l'entrée à l'école l'année prochaine. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Du temps, parce que c'est toujours la course. Effectivement, oui, il y a quelques difficultés administratives, mais ça... Anne-Emmanuelle Isaac, qui a préparé cette émission, vous avez dit, c'est compliqué, un enfant trisomique, mais ce n'est pas l'enfer. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est le paradis. Mon petit garçon, c'est ma raison de vivre. Quand je suis avec lui, j'oublie totalement son handicap. Et c'est pas l'enfer. Oui, il y a plus de contraintes, on a plus de rendez-vous médicaux, mais c'est absolument pas l'enfer. C'est plus lent. C'est plus lent, oui. Il va marcher plus tard. Ça demande plus d'attention. Plus d'attention, ça demande, oui. Alors, on va dire que quand on joue, on va toujours essayer de penser. Il y a toujours une arrière-pensée pour le développement, pour des jeux un petit peu plus éducatifs. Mais non, c'est un petit garçon comme un autre. Et non, c'est pas plus de contraintes. Oui, il y a plus de rendez-vous, il faut s'organiser, mais... Et on l'embrasse bien fort, Joachim. Merci beaucoup, Nicolas Scali. Et bien sûr, en tant que père, toute mon admiration ainsi qu'à votre épouse. Joachim va grandir, donc l'an prochain, c'est l'école. Après, il faudra peut-être des études, trouver un travail. Et parfois, pour l'instant, c'est galère. Et justement, c'est toute la question qu'on va aborder. Alors, est-ce qu'on est prêt à employer des personnes atteintes de handicap, atteintes de trisomie 21 ? Des journalistes ont carrément posé la question à Brigitte Macron. Et voici ce qu'elle a répondu. Alors pour l'instant, on a des stagiaires qui viennent effectivement. Après, oui, mais ça, il faut que je vois avec la secrétaire d'État dans quel cadre. Pour l'instant, on a des stagiaires qui sont là et ça se passe très très bien. Et c'est fou ce qu'au sein des équipes, ça donne un autre esprit. On voit la vie un petit peu autrement. Et ça nous aide parce qu'on est quand même très souvent avec des œillères. Et ça nous ouvre. Et cette interview, il était tourné au Café Joyeux et un de ses managers est avec nous. Bonjour, Benoît Van Offelen. Bonjour. Vous êtes donc manager. Café Joyeux, c'est Passage Choiseul à Paris, dans le 2e arrondissement. C'est tout près d'ici. Il paraît que c'est très bien. Moi, je n'y suis pas encore allé, mais je suis quand même intrigué parce que la particularité, c'est que vous n'employez que des personnes atteintes d'autisme ou de trisomie 21. Comment est née cette initiative ? Alors, cette initiative est née grâce à Yann Bucaille, qui a financé ce projet, qui a été un entrepreneur au départ et ensuite donc, il est toujours, et qui a créé ce projet suite à une croisière avec des personnes en situation difficile. Situation de handicap. Il y avait des personnes en situation de handicap, mais il y a aussi des personnes de milieux défavorisés, de la rue, une croisière avec des personnes qui accompagnaient ces personnes-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et alors, donc, une rencontre entre Théo et Yann. Donc Théo, qui était un jeune autiste et qui a demandé à Yann un petit peu, qu'il a interrogé sur comment est-ce que je peux m'en sortir moi au niveau du travail. Est-ce que tu as un travail à me proposer ? Et donc, c'est un peu cette question qui a questionné Yann et qui a par la suite généré cette réflexion autour d'un travail pour des personnes en milieu ordinaire, non protégées, on va dire. Voilà, donc là, il se trouve que c'est... Est-ce que ça marche ? Moi, je vous pose la question brutalement. Je trouve ça c'est admirable, objectivement, vous avez beaucoup de presse autour, mais on se dit, il faut donner du travail à ces gens-là, mais est-ce que dans un monde comme le nôtre, qui est extrêmement concurrentiel, extrêmement rapide, sans pitié, est-ce qu'il est possible d'avoir des entreprises efficaces avec ce type de personnalité ? Bien sûr, on le voit tous les jours, on a beaucoup de monde, beaucoup de convives. On ne dit pas clients, on dit convives parce qu'il y a vraiment un aspect de partage de la joie d'être ensemble. Et donc on le voit tous les jours. On a par contre le souci d'allier la qualité de la technique de la restauration avec la qualité du service et ce concept humain. Donc on veut vraiment dépasser ça, on veut allier les deux et on est conscient de la concurrence, de ce milieu qui est compliqué et de l'emplacement géographique qui fait qu'on a une clientèle qui est aussi assez exigeante au niveau de la qualité et des propositions qu'on peut fournir. Quels sont les défis quand on recrute et quand on manage des personnes atteintes de trisomie 21 ?
Alors le défi, c'est lié à ce que je viens de dire, c'est-à-dire lier le côté technique et humain. Et ça, c'est très important. On doit rester manager de restauration et on doit rester manager humain. Et on est peut-être... Et en quoi c'est plus difficile et en quoi c'est possible? Alors plus difficile parce qu'il y a une gestion des émotions qui est un peu plus... on doit être un peu plus conscient voilà, des émotions de nos équipiers, de la gestion du côté... se décourager, être triste, voilà, de l'affectivité, du moral. moral. Voilà, on doit toujours être vigilant à peut-être un peu plus, comme le précédent témoignage voilà, nous le montrait. C'est voilà, d'être un peu plus concentré, vigilant là-dessus et d'être plus proche de ses équipes. De redonner le moral quand il faut et de pouvoir en même temps cultiver cette joie qui est tout le temps présente pendant le service. Qu'est-ce qui peut faciliter aujourd'hui leur employabilité de votre point de vue? Alors le regard des personnes qui échangent, le regard des convives qui tous les jours viennent expérimenter ou alors qui viennent parce qu'ils sont habitués chez nous et que... Alors le regard leur redonne confiance et donc ils peuvent être plus performants professionnellement. Oui, c'est ça, je pense. Ouais, je pense vraiment qu'il y a l'expérience aussi vécue par les équipiers du fait de pouvoir voilà, servir des personnes qui quittent leur bureau complètement stressés, en voulant manger vite. Et puis là, il y a l'équipier qui va proposer avec un grand sourire, accueillir avec un sourire et servir avec le cœur. Et du coup, presque choqué par tant de joie à la personne en face. Et donc l'équipier va se rendre compte de la création de ce lien immédiat et va reprendre confiance en lui. Il va, parce que je souris, on me sourit et c'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce que vous diriez à un employeur qui hésite à recruter une personne atteinte de trisomie, une personne atteinte d'autisme aujourd'hui? Alors moi je dirais que... Est-ce qu'il y a des métiers, en tous les cas, qu'ils peuvent faire et des métiers qu'ils ne peuvent pas faire? Non, je pense pas. C'est une question qui va évoluer avec le temps, ça c'est sûr. Mais je pense que ça sera un petit peu bateau de dire que ça apporte de la joie, mais c'est clair que ça apporte de la joie parce qu'il y a une sensibilité à ce... voilà, il y a en même temps peu de filtres aussi, donc il y a une forme c'est facile parfois d'échanger, de rire, pour un employeur, on a besoin aussi de ce côté-là, de partager des temps conviviaux au-delà du travail et d'avoir aussi ces échanges de sourires et en même temps de travailler. La technique est là aussi. Merci beaucoup. Il progresse en technique? Oui, tous les jours. On est très vigilants là-dessus et on fait régulièrement des bilans aussi sur... voilà, professionnel sur tous les aspects, le service, la politesse, le respect, voilà, de plein de choses. Et les équipiers sont vraiment en progrès constant, tous les jours. Merci beaucoup, Benoît Van Huffelen. On va prendre maintenant les questions des internautes. On va prendre vos questions, vos commentaires. Je salue Pragmaeltica qui viennent de nous rejoindre. Est-ce que l'État fait assez pour la trisomie? Ça, c'est la question à laquelle on aimerait bien que vous répondiez sur Twitter, #FigaroLive, #lesdécrypteurs. Pour l'instant, vous répondez non à 79%. Eh bien, dites-nous pourquoi, posez-nous vos questions. On va y revenir avec nos invités après avoir revu un clip qui avait été réalisé pour une précédente journée de la trisomie. A volte sarà difficile. Jak ciężko. Quasi possibile. Et c'est pas pareil pour toutes les mères. Dear future mom, tuo figlio potrà essere felice. Come lo sono io. Et tu seras heureuse aussi. Vero, mamma? Vero, mamma? Voilà, et on a donc voilà, on a souci de micro, donc on les remet. Voilà, tout va bien, j'espère que vous m'entendez bien. Si vous ne m'entendez pas, vous faites justement des signes par Internet et vous nous le dites. Voilà. Et Stéphane Folzer, dans mon oreillette, que vous ne voyez pas et que je salue, parce qu'il a fait un immense travail de préparation, m'a assuré qu'on nous entend. Alors, d'abord, il y a une question que je voulais vous poser, ou en tout cas un commentaire que je voulais vous partager. C'est du devoir de la solidarité nationale de prendre soin des plus fragiles si les familles ne le peuvent pas. Il y a de très belles institutions pour ces personnes. Est-ce qu'il y en aurait pas besoin d'un petit peu plus aujourd'hui? La question est pour moi? Oui, je vous dans ma diagonale. Je n'ose pas dire que c'est celle du fou. Oui, il en faudrait plus, parce que c'est sûr qu'il en manque. Moi, je dis aux familles qu'il y a à peu près entre 2 et 4 ans d'attente.
partout sur le territoire. Donc oui, il en manque, mais c'est aussi le devoir de l'ensemble de la population d'intégrer les personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'aller en structure. Mon fils est atteint d'une microdélétion, nous dit Sitch, avec retard mental et tout un tas de problèmes de santé. Je suis un papa heureux. L'avortement n'a jamais été envisagé dans son cas. Mais il faut être réaliste. Les soins ont un coût important aujourd'hui. Vous confirmez, docteur ? Oui. Oui, parce que si on veut faire le maximum, c'est parfois compliqué. Les allocations, et là je vais me retourner vers Violaine, sont quand même pas, ne couvrent pas tous les frais de la rééducation si on veut faire une rééducation optimale. Voilà. Vous confirmez ? Oui. Il y a une remarque qui a été faite par Genesix, les grossesses étant de plus en plus tardives, est-ce qu'on détecte plus de cas de trisomie 21 aujourd'hui ? Oui, le risque de trisomie 21 est plus élevé avec un âge maternel avancé. Donc ça ne change pas. Ça ne change pas, c'est depuis toujours, c'est une constante. Ensuite, évidemment, les femmes maintenant travaillent, ont un petit peu... Voilà, les grossesses sont peut-être maintenant un peu plus tardives, mais ça a toujours été le cas. Alors, il y a deux exceptions quand même à ce que vous dites sur le plateau. Il y a Nicolas Scali, où ce n'était pas une grossesse tardive. Non, c'est pas ma femme avait 33 ans. Voilà. Et moi, mon cas personnel, puisque j'ai 45 ans de différence avec ma mère, et jusqu'à présent, on n'a rien détecté. Jusqu'à présent. Non, j'ai pas dit que c'était obligatoire, j'ai dit que c'était un facteur de risque favorisant. Ce n'est pas du tout, et ça survient à tous les âges, bien entendu. Mais avec une petite augmentation avec l'âge maternel. Justement, je vous repose cette question de JP Varese. Est-ce que le dépistage de la trisomie est sûr à 100% ? Une de mes amies, dit cet internaute, a fait le test. Le résultat était clair, enfant trisomique. Or, quand l'enfant naît, on s'aperçoit qu'il ne l'est pas. Alors, exactement. Je crois que M. Scalier l'avait très bien dit. Il n'y a pas de risque zéro. Et donc, il y a des faux positifs et il y a des faux négatifs. Des faux diagnostics dans un sens et des réassurances dans l'autre. Et ça, il n'y a jamais de 100%, excepté quand on fait une amniosynthèse avec un karyotype. À ce moment-là, on peut vraiment voir s'il y a une trisomie 21 ou pas. Et donc, il y a des facteurs, il y a dans ces examens qui sont faits, jamais de certitude à 100%, excepté lorsqu'on fait un karyotype. Celtic nous dit « Les femmes sont libres d'accepter une procédure invasive et potentiellement risquée, mais ce n'est pas aux praticiens de faire un choix à leur place. » L'État devrait consacrer, nous dit Luc, au moins la moitié des moyens consacrés au diagnostic prénatal pour avancer dans la recherche pour soigner la trisomie. C'est sûr que s'il y avait, en tous les cas, plus que vous nous disiez de budget de la part de l'État pour la recherche, en tout cas, ce serait aujourd'hui important et nécessaire. Toujours, c'est très important. Une autre remarque qui est faite par Altica, j'aimerais bien avoir votre commentaire dessus. Ce qui est gênant, c'est qu'au lieu de rassurer sur l'anormalité, la société pousse à la rejeter. Alors, l'anormalité, c'est en un seul mot. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes quand même dans un endroit qui est près du temple, un des temples de la finance aujourd'hui. Donc, c'est quand même le lieu où il faut être quand même les personnes pures et parfaites. Et vous avez ces jeunes qui sont atteintes, justement, atteints de maladies et de, entre guillemets, d'anomalies. Oui, c'est ces genres de rencontres qui sont assez... Voilà, qui redonne aussi beaucoup d'espoir par rapport à tout ce qui se passe au Café Joyeux, par rapport à tout ce qui se passe pour changer progressivement le regard des personnes. Pendant les services, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des personnes, on est dans un milieu, un quartier d'affaires, on a des personnes qui de plus en plus choisissent de venir déjeuner chez nous, justement aussi pour être dans cet espace où finalement les filtres sont moins là, le regard, le sourire est joyeux, le service est fait sans a priori. Les personnes viennent, presque prennent un petit bol d'air dans leur journée qui est compliquée. Et justement, on parle de quartier de finance, de chiffres, de journées qui sont parfois compliquées. Et voilà. Et l'idée, c'est aussi que ce café soit une source aussi de joie, grâce aussi aux équipiers et à leur manière de servir. Sur le regard, justement, aujourd'hui, porté par la société, est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous en souffrez? Ou est-ce que vous trouvez que ça évolue? Alors, évoluer, oui, je pense que ça évolue dans le bon sens.
Moi, personnellement, je trouve qu'on rencontre énormément de bienveillance, que ce soit d'un point de vue médical, d'un point de vue des gens qu'on croise dans la rue, des regards dans la rue. Je pense que les gens se rendent compte qu'il y a une différence, mais je pense que c'est de moins en moins un problème et que c'est de plus en plus accepté. Donc je pense que l'évolution va plutôt dans le bon sens. Une autre question de Sitch, le problème n'est pas seulement la trisomie 21, il y a beaucoup d'autres maladies génétiques, et donc notamment cette question d'autodélétion. Mais c'est moi qui ai dû faire des demandes d'analyse génétique malgré les nombreux problèmes de santé. On touche également au problème des maladies rares aussi, dans le cas des maladies génétiques. Tout à fait. Et comme je vous ai dit, toute la recherche, par exemple, qui est faite sur la trisomie 21, va servir à des maladies qui touchent l'intelligence parce qu'il y a des mécanismes en commun dans la mémorisation, le langage, etc. Bien comprendre les difficultés vont nous permettre de trouver des traitements qui seront certainement pas un traitement, plusieurs traitements pour améliorer les patients porteurs de trisomie 21, mais possiblement ceux qui ont d'autres maladies génétiques. Nico nous dit beaucoup d'énergie mise sur le dépistage prénatal, il faudrait des chiffres sur la recherche publique sur le sujet. Est-ce qu'il y a justement une recherche publique qui est faite pour la détection, pour la progression dans les soins, dans la prise en charge ? Alors, la recherche publique, je ne suis pas la mieux placée pour savoir, puisque nous, on part de recherche avec actuellement une collaboration qui est internationale et des fonds qui sont récoltés beaucoup par la Fondation Le Jeune. En ce qui concerne le public, c'est sûr qu'il y a des recherches sur les types de rééducation. Et il y a besoin encore plus de recherche publique mais le pourcentage qui est dédié à la trisomie 21, je n'aurai pas le pourcentage exact. Est-ce qu'il y a une recherche publique aujourd'hui qui est faite pour justement savoir comment on peut corriger l'anomalie chromosomique entre la conception et la naissance ? Oui, il y a de la recherche publique qui est faite avec les chercheurs, les chercheurs avec lesquels on travaille, qui sont des chercheurs qui travaillent sur les modèles animaux, qui travaillent sur les cellules qu'on peut transformer en neurones, qui travaillent sur cet outil moléculaire, ce ciseau moléculaire. Oui, et là, les fonds publics vont actuellement à ces recherches que je dirais fondamentales, qui vont nous permettre ensuite de trouver des thérapeutiques pour les individus. Merci beaucoup pour ces précisions. Et on termine peut-être avec cette remarque d'Henri, en tout cas ce témoignage, merci de nous le donner. J'ai une fille trisomique de 35 ans. Je n'ai jamais fait de différence avec son frère aîné de 2 ans. C'est mon bâton de marche pour la vie et l'amour personnifié. Eh bien, on embrasse la fille d'Henri. Et comme on embrasse encore une fois le petit Joachim, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir posé vos questions et vous donner vos témoignages. Claire qui vous félicite qui félicite l'initiative des Cafés Joyeux. Donc c'est Passage Choiseul à Paris, dans le 2e arrondissement. Passage Choiseul et Opéra. Et Opéra. Café Opéra. Et ensuite, Claire qui pousse également un coup de gueule. Je trouve honteux que la proposition de loi d'Aurélien Pradié ait été rejetée. Aurélien Pradié avait fait une proposition de loi proposée de les intégrations des enfants handicapés à l'école avec reconnaissance du statut des auxiliaires de vie scolaire, un sujet qui doit vous être cher, j'imagine, Violaine Roger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez trouver cette émission en replay également sur YouTube. Si vous l'avez appréciée, eh bien, vous pouvez faire un like et vous restez sur Figaro Live. Dans un instant, Henri Guénaud est l'invité du talk et puis on se retrouve ce soir, ici même, dans ce studio, pour commenter l'actualité de la journée autour de Marie-Amélie Lombard et de ses invités qui donneront leur point de vue. À très vite sur Figaro Live.